Bonjour et bienvenue ici dans les locaux de l'Indépendant pour ce premier débat d'une journée que nous avons voulu consacrer à la thématique de la sécheresse. Alors avant de vous présenter nos invités, je vais vous faire une petite présentation de la situation dans les Pyrénées-Orientales qui est aujourd'hui le département de France le plus touché par ce phénomène de manque d'eau. De septembre à mars 2023, il n'y a pratiquement pas eu de pluie. Là, on était en train d'en parler avant même ce débat. Il y a eu quelques épisodes pluvieux sur les derniers jours, mais qui effectivement sont bons à prendre, mais ne compensent pas un déficit qui est de 60 à 65% de pluie sur les 12 derniers mois. Plus largement, nous avons publié hier une interview d'un chercheur de l'université de Perpignan qui nous expliquait que de 1959 à 2018, la baisse des débits des fleuves ici dans le département est de 30 à 40% quand on l'analyse sur le temps long et que selon les scénarios les plus pessimistes, c'est-à-dire ceux qui nous amènent jusqu'à 2100, la baisse pourrait aller jusqu'à 80% en 2100. C'est aussi la limite retenue par les prévisions du ministère de la Transition écologique, dont nous avons publié aussi une interview du ministre, M. Béchu, ce matin dans nos colonnes, qui, lui, parie carrément sur une augmentation de la température de 4 degrés d'ici 2100, ce qui est un scénario extrêmement pessimiste. Donc voilà, le département des Pyrénées-Orientales est confronté à cette difficulté-là. Pour en parler sur ce premier débat qui sera consacré à la gestion de la ressource, comment on répartit l'eau, j'ai à mes côtés, je le remercie, le préfet des des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, qui se retrouve finalement à gérer une situation qui est inédite à l'échelle, je pense, hexagonale, liée donc à la question de la sécheresse. À ses côtés, nous avons Nicolas Garcia, qui est le responsable donc de toute la gestion de l'eau au département des Pyrénées-Orientales, qui suit de très près toutes ces questions-là et depuis fort longtemps. À ma droite, nous avons Henri Gott, qui est hydrogéologue, qui est un petit peu, on va dire, la conscience du département sur ces questions, sur ces questions-là, et qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur sur toutes ces questions-là. Et enfin, et je le remercie, David Massotte, qui représente donc la Chambre d'agriculture et donc les agriculteurs, qui sont évidemment l'un des acteurs majeurs de cette question-là, d'autant qu'ils sont historiquement ceux qui gèrent l'eau, notamment dans la vallée de la Tête, depuis pratiquement 10 siècles, on va dire, puisque c'est une très vieille histoire intimement liée à ce département. Donc voilà, bon, première question, elle n'est pas forcément sur la ressource, elle nous permet surtout d'introduire notre débat et d'introduire sur les enjeux. Elle est pour Monsieur le Préfet. Selon le scénario le plus pessimiste, on pourrait se retrouver avec un été entre guillemets catastrophe, avec beaucoup d'incendies de forêt, avec un certain nombre de communes qui se verraient privées d'eau potable et au final, à la fin de l'été, un bilan économique pour l'agriculture qui pourrait être extrêmement difficile avec des défaillances d'entreprises, mais aussi peut-être de la perte de récoltes, voire d'arbres ou de plantations. Donc par rapport à ce premier enjeu, à savoir l'été, Monsieur le Préfet, comment est-ce que vous envisagez les mois qui se présentent? Alors, déjà, je vous remercie pour cette initiative. Je trouve que c'est bien de faire partager aussi les débats qui nous animent. On se réunit souvent dans ce format-là ou dans d'autres pour discuter de ces questions, et en particulier depuis les dernières semaines. Et je crois que c'est important effectivement de partager avec vos lecteurs et vos auditeurs ces questions-là. Vous l'avez dit, c'est une situation qui est très sérieuse, qui est probablement inédite dans le département et probablement inédite en France, hexagonale. On est à un point où on sait qu'on a une situation de crise. On a posé le mot de crise il y a quelques semaines maintenant, qui est une situation à la fois ponctuelle, qui a une profondeur, puisque ça date quand même de plusieurs mois maintenant, sans qu'on sache exactement à ce stade dire si c'est quelque chose de ponctuel ou si c'est le début d'une transformation climatique et des conditions climatiques dans le département. Et donc en tout cas ça nous amène effectivement à devoir non seulement nous organiser, mais anticiper, préparer les choses pour faire face à cet été. Je ne dirais pas que c'est l'été nécessairement j'ai pas forcément une vision catastrophiste des choses. Je pense qu'il faut pas nécessairement toujours faire peur. Il faut être responsable. Il
faut regarder la situation telle qu'elle est. Et il faut surtout s'organiser pour trouver des solutions. Et c'est bien ce qu'on a essayé d'engager depuis plusieurs semaines pour faire face, pour prévenir les risques, parce que les risques ils existent effectivement. Risque incendie, risque sanitaire, risque impact économique évidemment, risque aussi pour les populations sur l'eau potable. Donc il faut se préparer pour éviter que ça arrive. Voilà. L'idée c'est pas de dire attention ça va arriver. Oui. L'idée c'est qu'on passe en crise justement pour s'organiser et éviter que ça arrive. Voilà, merci pour cette première réponse. Bon, alors on va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet, dans le vif de la question de la ressource et de la gestion de la ressource. Peut-être M. Gott va nous expliquer comment on en est arrivé là, comment on se retrouve dans cette situation finalement. Prenez votre micro. Et comment on est arrivé à cette situation où finalement les nappes phréatiques notamment sont dans un très très mauvais état et où on se retrouve avec un tel manque d'eau. Alors, il ne faut pas penser que c'est une fatalité. Ce qui arrive était prévu depuis longtemps. Il y a quand même 30 ans à peu près que le GIEC met en garde. On a eu ici localement un excellent rapport par le groupe Vulcain, que vous devez connaître, et qui s'intéresse au département. Et tout ce qui est dit dans ce rapport, c'est ce qui se passe. Donc, on savait ce qui allait se passer. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ? Sûrement pas, puisqu'on y est. Mais moi, je ne fustige ni l'un ni l'autre, parce que les décideurs auraient dû prendre des décisions concernant, suite à ces mises en garde, mais un décideur, après tout, doit considérer également l'acceptabilité d'une décision qu'il va prendre par rapport à la population. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous connaissions cette situation. C'était prévu, alors peut-être pas aussi brutalement, parce que ça nous arrive brutalement sur la tête, et donc on est obligé de réagir brutalement, alors que si on avait commencé il y a quelques années, on aurait eu davantage de temps pour réagir. Voilà, on en est là, il faut faire avec, et effectivement, il y a quelques solutions qui peuvent se faire jour. Justement, sur la question des solutions, Nicolas Garcia peut-être ? Écoutez, moi je vous remercie aussi pour l'organisation de ce débat. Plus on parlera de ça et plus la conscience montera chez tous les acteurs de l'eau et chez les citoyens. Et d'ailleurs c'est ce qu'on constate. Il faut le dire, ce genre de débat aide. Et ensuite l'organisation qu'il y a eu notamment par monsieur le préfet, je veux le dire, je n'ai pas l'habitude de passer la pommade, mais a empêché peut-être qu'il y ait une guerre de l'eau parce que tous les acteurs ont été réunis depuis le mois de septembre ensemble et on a discuté souvent 3 fois, 4 fois par semaine. Ça a été très important, y compris pour trouver des solutions et aussi pour se dire un certain nombre de choses, parce que voilà, des fois il faut parler franchement. Oui, donc d'abord la situation, je veux le dire, des nappes, puisque je suis aussi président du syndicat des nappes et la plaisanterie, est catastrophique et sans vouloir faire du catastrophisme parce qu'il faut trouver des solutions et avancer. Aujourd'hui, moi je mets en garde, certainement que ça fera l'objet d'autres débats, sur une sorte de fuite en avant dans le Pliocène, qui est une ressource captive. Oui. Dans le Pliocène, aujourd'hui, pour avoir de l'eau et souvent de l'eau potable, eh bien, on accélère les pompages dans le Pliocène et c'est pour l'avenir, parce que c'est une nappe que finalement on ne connaît pas bien, et en tout cas on ne sait pas quel niveau de pression il faut pour tenir l'eau salée éloignée des terres. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est quand même un souci qu'il faut avoir en tête. Oui, des solutions, pour l'instant je crois que la seule solution, il ne faut pas mentir aux gens, qu'on est en capacité de mettre en œuvre dans les 2-3 prochains mois, c'est des économies pour essayer de sauver ce qui est sauvable et singulièrement l'outil de travail des agriculteurs, qui est le verger, la structure agricole, et peut-être si on peut la récolte. C'est quand même, tout le monde va faire des économies, mais ne pas arroser sa pelouse ou ne pas remplir sa piscine, ça peut être ennuyeux, mais perdre sa récolte ou perdre son verger, ça c'est terrible, quoi. Tout le monde Donc les solutions aujourd'hui d'urgence, c'est les économies, et ensuite il y a des réunions qui vont se tenir très rapidement, de même type que nous avons eu jusqu'à maintenant, pour des réponses
techniques rapides et à moyen terme, et des réponses structurelles aussi de fond, parce que c'est de ça qu'il faut aussi discuter, c'est l'avenir, quoi. Merci, merci Nicolas. Bon, vous parliez des récoltes, vous parliez des agriculteurs. Je vais passer la parole. Donc, je vais vous donner le micro. Ce micro-là, ça sera plus simple. Je vais vous donner la parole à David Massotte, qui lui est agriculteur, qui est en pleine période décisive pour sa récolte et qui va nous expliquer un petit peu comment au quotidien et pour l'avenir, comment les agriculteurs envisagent cette situation. Merci, ouais, tout à fait. On a commencé les récoltes fin de semaine dernière. On est en plein dedans. Après, il y a plusieurs situations, hein. Il y a la vallée de la Glie, qui je pense est dans la situation la plus compliquée, où on a moins de solutions. On a la vallée de la Tête, où grâce aux discussions dont on parlait tout à l'heure, on a réussi quand même à gérer au mieux. Je dirais que la profession a été aussi responsable, parce qu'avant le passage en crise, on faisait déjà des efforts à plus de 75-80% de restrictions nous-mêmes pour stocker dans le barrage de Vinça. Le passage en crise a encore rajouté de la contrainte, mais bon, on essaye de fonctionner avec. Il y a la vallée du Tech qui a eu une paire de pluies, il y a eu une centaine de millimètres qui ont permis quand même de maintenir un débit correct et donc qui est resté en alerte renforcée. Voilà, je dirais que c'est sûr qu'il y a une situation compliquée, ça fait des mois qu'on jongle. Nous, sur ce qui est des récoltes, sur la vallée de la Tête, on est déjà impacté sur le calibre, hein. On cueille des fruits plus petits que les autres années. Après, on n'a pas tout perdu. On veut communiquer là-dessus aussi, puisque les acheteurs doivent acheter des fruits dans notre département. Voilà, nous on a commencé, c'est vrai qu'il y a des pertes de calibre. Sur la vallée de la Glie, je le répète, il y a une situation qui est plus compliquée que celle de la vallée de la Tête. Oui, bien sûr. Justement, une petite question quand même pour un peu de béotien. Vu l'état, par exemple, de nappes phréatiques, de l'eau, combien de temps faudrait-il pour reconstituer des réserves qui permettent de fonctionner à peu près correctement? Je pense que ça, c'est pour Nicolas. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de quantité. Aujourd'hui, si on veut reconstituer des réserves correctes, il faut minimum 300 mm par mètre carré. Voilà, donc on est passé en gros, il faut le dire, on est passé peut-être en 40 ans de 600 mm à 170, 180 mm cette année. On avait encore à cheval entre 2020 et 2022, on a eu 470 mm, hein, donc il faudrait qu'il tombe 300 mm pour reconstituer. Mais enfin, s'il en tombait 150, on serait déjà très content. Mais en tendance, c'est ce qu'il faut regarder. En tendance, ça baisse réellement sur 25-30 ans, ça baisse chaque année régulièrement. Donc, on ne peut même pas dire que dans les PO aujourd'hui, il tombe la même masse d'eau tous les ans, concentrée. Il n'est pas tombé 470 mm. Il serait tombé 3 orages de 150 mm, on serait content, ça recharge bien les nappes. Les orages rechargent bien les nappes. Ils causent des dégâts, mais ils rechargent bien les nappes. C'est une question de quantité. Oui, si je peux ajouter à ce que vient de dire Nicolas Garcia, ça ne concerne pas toutes les nappes. Ça concerne la nappe quaternaire, c'est-à-dire la nappe phréatique. Elle se reconstituera avec ce que vient de dire Nicolas. Mais pour ce qui est de la nappe pliocène, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'elle est plus profonde, donc l'infiltration est plus faible dans cette nappe. Et par ailleurs, pour ce qui vient de l'amont de cette nappe, les vitesses de circulation sont très faibles. Et donc, on l'a dit, cette nappe, alors je ne sais pas ce que valent les chiffres, hein, mais pour aller de Néfiac à peu près à la mer, il faudrait 15 000 ans. Je ne sais pas si ce chiffre est vrai, mais en tout cas, ça prendrait un certain temps. Donc la régénération de cette nappe profonde, qui est très importante, c'est un peu notre bas de laine, hein, et dans laquelle malheureusement il y a eu actuellement un transfert de la nappe quaternaire qui commençait à donner des signes de fatigue vers le Pliocène où il y a encore de l'eau. Mais attention de ne pas dilapider cette ressource. Ça veut dire qu'on va pomper beaucoup plus profondément? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Massotte? Non, bien sûr. Après, on a un outil, et je veux dire, c'est nos anciens qui nous l'ont transmis, hein, c'est ce réseau de canaux. Le département, c'est 2500 km de canaux secondaires, et ça, il faut s'en servir beaucoup plus. Et à la limite, quand il ne pleut pas, comme cet hiver, on aurait dû s'en servir un petit peu plus. Aujourd'hui, la pression sur la modernisation des canaux fait qu'on doit justifier de l'économie d'eau. Donc, on met moins d'eau dans les canaux pour justifier chacun de ces investissements et de la réduction d'eau. Ce qui est une erreur. L'hiver, quand il ne pleut pas, il faut faire circuler de l'eau dans les canaux.
Ça, c'est important, on le répète. Et la première nappe qui est la plus utilisée par l'agriculture, celle-là, on la remplirait rapidement. Ce n'est pas le cas partout, il y a tout type. Il y a des endroits, elle est réalimentée à 80%, 5%, 20%. Mais plus on fera circuler d'eau dans ces canaux, et plus on aura de solutions sur au moins la première nappe. Après, je suis d'accord que la nappe profonde, c'est un patrimoine. Il faut y faire attention. Après, c'est sûr que cette année, on devrait peut-être y pomper dedans pour passer la saison. Nous, conscients que, voilà, que ça, c'est notre patrimoine et il faut faire attention. Mais si on veut le préserver, il faut déjà faire passer de l'eau dans les canaux. Et ça, c'est très important. Et surtout l'hiver. C'est l'hiver qu'on recharge et ce n'est pas maintenant. Justement, toute cette conversation, j'ai envie quand même de demander à monsieur le préfet, vous avez découvert cette question de la gestion, ici très, très particulière, et on se dit, est-ce que selon vous, les méthodes qui sont en place, les organismes qui permettent de gérer toute cette eau au niveau du département, sont aujourd'hui adaptés à la situation, et qu'est-ce qu'à votre avis il faudrait faire pour gérer un petit peu mieux cette ressource? Alors moi je suis présent dans le département depuis 8 mois, donc j'ai un peu d'humilité et de modestie pour ne pas porter un regard définitif sur des siècles de gestion de l'eau dans un département où les anciens ont organisé les choses pour faire face à une réalité qui, même si on est dans une période où on voit bien les défis du changement climatique, la question de l'accès à l'eau, elle est traitée de façon très ancienne dans le département. Donc c'est un sujet qui cristallise beaucoup d'opinions différentes. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ces opinions, elles puissent converger vers une approche commune. Et c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'essaierai de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce que je pense que face à un défi comme celui auquel on est confronté, si on est dans la division et dans l'affrontement, on n'arrive pas à avancer sur ces sujets-là. La seule façon d'avancer, c'est de réussir à créer le consensus. Alors ça amène à beaucoup de travail parce qu'on part souvent d'opinions qui sont très divergentes, mais je crois que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il est prévu, on en a déjà longuement et à de nombreuses reprises parlé avec les différents acteurs. On aura l'occasion dans les prochaines semaines d'en reparler de façon plus précise. Il y a des sujets un peu d'optimisation de l'utilisation de la ressource, probablement, sur lesquels je crois qu'il est important qu'on arrive à poser un diagnostic commun entre les canaux, le barrage, les débits. Est-ce qu'on peut faire mieux pour, avec la ressource existante qui est tendanciellement en train de baisser, avoir l'usage et l'utilisation la plus efficiente possible pour tous les usages. Ensuite, il y a des sujets, je dirais, techniques, technologiques. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à envisager? Est-ce qu'on peut faire de la recharge artificielle de nappes pour pouvoir faire du stockage? Bon, voilà, ça c'est une question. Il y a la question du stockage qui est posée. Il y a des solutions techniques aussi qui arrivent sur la table, la réutilisation des eaux usées. On parle aussi de dessalement. Donc il y a des questions techniques et il y a des perspectives techniques à regarder de façon ouverte. Et puis il faut créer aussi, je pense, une gouvernance qui existe déjà sur beaucoup de sujets, mais de faire en sorte que cette gouvernance, elle arrive à amener peut-être du consensus de la gestion de moyen terme sur des sujets qui sont aujourd'hui des sujets de crispation. Et je pense qu'on arrivera à avancer positivement et à être à la hauteur des défis du territoire si on arrive justement à créer une façon de gérer les choses. J'ose pas dire dans l'accord de toutes les parties prenantes parce que ça me paraît compliqué, mais au moins dans le consensus pour pouvoir avancer. Justement, j'ai encore une autre question, sur cet aspect psychologique. Est-ce que dans l'urgence dans laquelle on s'est retrouvé là dans le département, vous avez senti une évolution des mentalités? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu une prise de conscience de tous les acteurs en fait, de vraiment qui sont concernés pour justement plus tenter de trouver des solutions communes et des consensus? Est-ce qu'on est un petit peu sorti aussi, c'est peut-être un peu dur comme diagnostic, mais est-ce qu'on est un peu sorti d'une forme de déni à l'occasion justement de cette sécheresse? Oui, je pense que chacun peut donner son opinion sur le sujet. Moi, j'ai envie de vous répondre clairement oui. Et je pense que tout le monde a avancé sur le sujet, à la fois dans
la prise de conscience des réalités du changement climatique et de la difficulté de la situation de crise actuelle. Toutes les parties prenantes, les agriculteurs, mais aussi le monde économique, bien sûr, le monde associatif, les élus, les services de l'État, toutes les parties prenantes, je pense, ont avancé dans leur perception et se sont peut-être un peu décrispés par rapport à des positions qui étaient jusqu'à présent un peu construites sur des, j'ose pas dire des a priori, mais sur des visions des choses très, très, très arrêtées. Et je pense que dans l'opinion, les médias y ont aussi beaucoup contribué depuis le début de l'année. Il y a aussi une prise de conscience qui a avancé sur la réalité de la situation, sur les enjeux de l'avenir. Donc je pense que ça doit nous laisser un petit peu d'optimisme pour aborder la suite. Il faut qu'on soit collectivement à la hauteur. C'est des enjeux qui sont décisifs, existentiels, on dirait, pour le département. Parce que le jour où, si on n'arrive pas à gérer cette question-là pour les années à venir, c'est finalement les deux principaux secteurs d'activité qui sont fragilisés dans la durée dans le département, l'agriculture, le tourisme, mais aussi toutes les autres activités. C'est bien sûr des impacts dans la vie quotidienne de nos concitoyens. J'imagine qu'on en reparlera à partir des questions notamment de nos auditeurs tout à l'heure. Et donc il faut que collectivement, on est dans une phase décisive. Je crois qu'on a réussi à avancer vers quelque chose qui est plus construit, qui est plus équilibré. Mais il faut maintenant qu'on arrive à déboucher sur l'opérationnalisation des solutions, un processus de travail, une méthode qui nous permet de construire les consensus. Peut-être dans l'ordre, peut-être Monsieur Massot justement sur cette question de la prise de conscience et après Nicolas. Non, bien sûr, hein, prise de conscience, le monde agricole aujourd'hui, on fait des efforts. C'est, en 10 ans, c'est la moitié de prélevés dans la rivière. Ça, quand même, il faut le souligner. Hein. On prélève la moitié de ce qu'on prélevait il y a 10 ans. Donc, c'est de l'eau qu'on laisse au milieu. Et quand il passe beaucoup d'eau dans les canaux, on en remet une grosse partie au milieu, une partie dans la nappe phréatique. Donc, voilà, je veux dire, ça, on en est conscient. Souvent, il y a un amalgame entre l'eau consommée, l'eau prélevée. Voilà, il faut être bien conscient que l'agriculture est quand même un rôle essentiel de la réalimentation de la nappe. Donc, voilà, il faut là-dessus, après, prise de conscience, je pense qu'elle est... Oui, bien sûr, le monde agricole, on s'est adapté, on s'entraide. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut économiser, comme on le fait, on amène à la plante le minimum. Il y a eu des efforts énormes de fait, même avant ça, même avant ce problème. Hein. Moi, personnellement, sur mon exploitation, on a une 12aine de sondes dans le sol pour amener à la plante le minimum d'eau et ses besoins. Et notamment que ce soit pour la qualité du fruit ou pour la gestion de l'eau, c'est important. Donc oui, il reste des exploitations peut-être... un petit peu. Il reste une marge de progression pour l'ensemble de la profession. Bien sûr, on voit en Espagne ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a des secteurs où sur la gestion de l'eau, ils sont très forts, des secteurs où ils ont abusé, mais des secteurs où ils sont très forts. Après, oui, il y a une évolution climatique, il faut s'y adapter. À l'heure dont on parle, en Espagne, sur Murcia, ça fait 4 jours qu'il pleut, il n'a pas plu d'hiver. L'Émilie-Romagne vient de se noyer. En Italie, voilà, on a la pluie au moment où on récolte. Idéalement, normalement, on a la pluie à l'automne et l'hiver, et ça fait quelques années qu'on s'aperçoit. Donc oui, le climat change, et je pense que le monde agricole est concerné et s'adapte vraiment à la situation. Nicolas. Oui, je partage sur la prise de conscience, et je le vis tous les jours actuellement dans les réunions publiques, etc., chez les élus, chez les citoyens. Je ne fais pas plus long. Vous avez employé le mot de déni, moi je dirais plutôt confort. Parce qu'on était un département qui était plutôt bien doté et tout le monde était à peu près avec cette idée de la chose, et c'était en partie vrai par rapport au département d'Occitanie, les 2 nappes, les 3 rivières qui naissent et meurent pour ainsi dire dans le département, une pluviométrie ma foi qui n'était pas voilà, donc on était plutôt dans le confort et donc pas besoin de se tracasser pour gérer, et on a peut-être géré peut-être d'une manière un peu... Par exemple, on a eu un gros problème d'ordures ménagères dans les années 80. L'association des maires a travaillé pour créer un sidétome des ordures ménagères. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas, ce serait une catastrophe. Il n'y a pas de sidétome de la production de l'eau, par exemple. Ça veut dire on aurait eu cette crise en même temps qu'il y a 30 ou 40 ans, on aurait peut-être créé ça, les élus. Vous voyez, ça fait réfléchir. Mais je voulais dire 2 mots sur les canaux.
dans les solutions importantes, il y a le stockage. Il y a le stockage, sans faire n'importe quoi. Mais il y a le stockage, c'est-à-dire que quand il pleut, même s'il y a moins de pluviométrie, il faut que toutes les gouttes d'eau dont la rivière n'a pas besoin, elles soient stockées quelque part. Et le stockage souterrain, par le biais des canaux notamment, qu'on concentre dans des oueds, dans des endroits bien précis, ciblés, a été expérimenté par le syndicat des nappes. C'est positif, ça ne coûte pas un sou, sauf l'expérimentation, mais ça ne coûte pas un sou. Ça ne mobilise pas de foncier, il n'y a pas d'expropriation, on peut faire ça dès la première pluie. Voilà, il faut quelques autorisations, mais ça va être un élément important. Et les canaux vont nous servir à ça. On s'est aperçu, par exemple, que dans une période normale, un été, on va dire, un peu un normal de pluie, de pluviométrie, de stockage, eh bien c'est là que les nappes, notamment sur la tête, elles sont les plus hautes, les nappes quaternaires en été. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'eau dans les canaux. Et donc on a fait quelques expérimentations. Ça fait partie du mix, mais sérieux. C'est-à-dire que bon, voilà, on n'a pas besoin d'expérimenter, on a expérimenté, on sait que ça fonctionne. Après, il faut faire un petit règlement pour que l'eau remonte, hein, comme se plaît à dire le préfet. Mais voilà, ça, il faut qu'on puisse le mettre en place dès les premières pluies. On cible, ça, c'est pas possible de le faire sur la glie pour l'instant à notre connaissance, mais sur le TEC et sur la tête, c'est possible. Et donc là, on stockerait en souterrain, il n'y a pas d'évaporation, parce que les retenues de stockage qui font partie du mix, c'est du long terme, enfin, c'est-à-dire c'est du moyen terme, il faut des expropriations, des autorisations, voilà. Donc ça il faut, et c'est en ce sens que l'adducteur qui était prévu dès la construction du barrage de Vinçat, je le dis, et de Villeneuve, et dont on n'avait pas besoin puisqu'on était dans le confort, on l'a remis au goût du jour et on a lancé les études de faisabilité pour pouvoir avoir la retenue de stockage la plus importante du département, qui est la RAO, puisse jouer son rôle à fond quand il y a de l'eau, bien sûr. Justement, sur cette question du stockage, je vais me tourner vers M. Gott. J'ai dit que c'était notre conscience parce que cette affaire de difficultés liées à l'eau, elle a commencé par une grosse polémique sur la vallée de la Tête notamment, et sur la question j'ai envie de dire, du stockage et du retour, de ce que vous disiez, du retour de l'eau dans le milieu naturel. Et justement, quel est votre regard justement sur ces solutions-là, stockage, réalimentation des nappes, mais aussi possibilité pour la nature de se régénérer, de conserver sa biodiversité? Alors, si vous le permettez, je vais d'abord faire une réponse à la première question, c'est-à-dire sur la prise de conscience. Alors, la prise de conscience, moi j'ai un exemple très précis. Je donne des conférences depuis à peu près, je sais pas, une cinquantaine sur l'eau et changement climatique dans tout le département. Et au début, j'avais un public, je dirais, de convaincus et quelques trublions, ce que je considérais à l'époque comme étant des trublions, dont un à une des conférences, je vous disais tout à l'heure, qui m'a traité d'ayatollah souriant. Bien, partant de là, c'est quand même bon. Et un accès quand même souriant, oui, je l'ai fait remarquer d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai vu une évolution à la fois des personnes qui venaient à ces conférences et leurs réactions. Et encore hier, j'étais convié à Ille-sur-Tête, où il y avait une réunion publique. Et il y a 2 jours, je crois, j'étais à Céré, ou 3 jours, j'étais à Céré. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une prise de conscience. Parce que chaque fois, c'est 100 à 200 personnes intéressées. Et on le voit aux questions qui sont posées, intéressées. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience. Et tout à l'heure, je parlais d'acceptabilité. Je crois qu'on est à un stade d'acceptabilité. Et là, on peut commencer à faire des choses. Sur le problème du stockage. Alors, c'est vrai qu'il y a du stockage en souterrain, c'est vrai qu'il y a du stockage en surface. Le stockage en souterrain est préférable, il ne peut pas se faire partout. Le stockage en surface, la Chambre d'agriculture, ici des PO, a fait toute une étude à laquelle j'ai participé sur les possibilités de stockage dans des retenues collinaires. Et ils ont commencé par le TEC. Pourquoi le TEC ? Le TEC, c'est, vous le savez, la seule vallée où il n'y a pas de barrage. Et donc, il fallait bien essayer de stocker cette eau qui passe, et parfois qui passe trop vite et trop abondamment et se gêne dans la mer. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite, non pas sur des bassines, mais sur des stockages
retenue collinaire de quelques, 100 000 mètres cubes, ce qui est peu par rapport aux bassines qui font des millions de mètres cubes. Voilà. Donc cette étude existe, plusieurs sites ont été retenus. Je pense qu'il faudrait étendre cette étude aux autres vallées, parce que même à la vallée du Tech, on disait, bon, on est à l'abri, il y a 2 barrages successifs, ou la vallée de la Glie. Je pense qu'il faudrait faire cette étude sur les autres vallées. Ce qu'avait fait à l'époque le conseil départemental, qui s'appelait à l'époque conseil général, puisque en 2011, il avait rendu un rapport où toutes ces solutions étaient listées. Alors, je pense, rien n'a été fait entre-temps, mais ce n'est pas une critique. Hein. Je pense que le fruit, si je puis dire, pour utiliser un terme agricole, n'était pas mûr. Voilà. Maintenant, on y est, et je crois que c'est le moment de faire des choses. Avant de passer aux questions des gens qui sont très nombreuses et très précises, très techniques, donc on va y passer certainement un petit peu de temps. Oui, pardon monsieur. Donc, sur le stockage, je voudrais éclaircir parce que c'est vrai que bon, le département se sent, le monde agricole communique souvent sur la gestion de Vinça, sur bon, on l'entend. Nous, je voudrais éclaircir quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut changer les règles de fonctionnement. Nous, on travaille chaque semaine en comité barrage de pilotage avec le personnel et les gens qui travaillent au département qui se sentent agressés de la part du monde agricole. Là-dessus, nous, leur travail, il est très bien fait. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est le fonctionnement qu'on doit arriver à faire bouger. Voilà, c'est bouger et avoir un petit peu de souplesse par rapport à ça. Vous le savez, enfin, c'est un travail qu'on fait au quotidien, c'est chaque semaine. Et nous, voilà, là-dessus, on veut être clair, c'est pas agresser, on veut trouver les solutions et changer le fonctionnement de ce barrage. C'est que si au bout d'un mois, 2 mois, on voit qu'il pleut pas, il faut que rapidement on puisse bouger et peut-être stocker un peu plus rapidement de l'eau. Il y a eu cet hiver la pression des environnementalistes qui a un petit peu bloqué et cristallisé le phénomène. Donc c'est ce qu'on disait. Nous, là-dessus, on est tous conscients qu'il faut de l'eau dans la rivière, qu'il faut une vie en rivière. Voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'à des moments, si on n'a vraiment pas de pluie, il faut bouger plus rapidement ces règles-là. On a mis quasiment 4-5 mois à ralentir l'eau dans la rivière par des discussions. Voilà, c'est trop lent. C'est juste ça qu'on dit. Je veux le préciser parce que nous, on est régulièrement avec le personnel et les gens qui travaillent au département sur la gestion du barrage. Mais surtout, je ne veux pas qu'elles se sentent agressées par le monde agricole. Aujourd'hui, c'est une discussion. Et voilà, c'est ça qu'on veut faire comprendre et surtout changer doucement dans le fonctionnement du barrage. Nicolas, c'est à vous de répondre. C'est bien que David fasse cette intervention parce que c'est un vrai sujet. D'abord, il faut dire aux auditeurs, peut-être le préfet nous précisera un peu mieux, mais la décision de justice n'a pas ou très peu de temps été appliquée. Voilà. Faut le dire, je ne suis pas favorable à ce qui a été décidé, mais il faut le dire. Je précise qu'on parle de la décision de justice sur un débit minimum de débit minimum de la tête destiné qui a un petit peu et fixé aussi, le juge a fixé le débit. Comment se gère un barrage? J'ai lu, parce que cette petite polémique existe et ça nous agace un peu, il faut le dire. J'ai lu tous les PV. S'il y a des PV, on ne les a pas publiés, mais j'ai lu tous les PV de cette année des comités barrages. Il faut déjà dire que le comité barrage, c'est assez exceptionnel en France. C'est quasiment unique dans les PO. C'est-à-dire, le barrage fonctionne avec un arrêté cadre préfectoral qui a été réactualisé dans les années 90. Il est dirigé par... le barrage appartient au département, l'eau appartient aux irrigants, sauf quand le préfet prend la main, hein, ce qui a été le cas il y a quelques semaines, et donc c'est le préfet qui décide avec ses services et en consultation, il faut le dire. Donc le comité barrage, dont je le dis, le barrage appartient au département, l'eau aux irrigants. Dans les comités barrages qui ont été créés par le département pour discuter dans le cadre de l'accord préfectoral, ce sont les irrigants, les 3/4 du temps, et j'ai les PV, qui décident de lâcher l'eau, de ne pas lâcher l'eau. Si on n'a pas d'eau en octobre, c'est parce qu'on arrose jusqu'en octobre. Et normalement, le barrage stocke à partir de janvier. Et quand on a lâché l'eau en janvier, c'est parce que, à la demande des irrigants, c'est-à-dire essentiellement les canaux, et aussi le canal de Corbert pour avoir de l'eau potable, voilà, on a décidé de lâcher l'eau. Ça se fait en commun. Moi, j'ai lu les PV parce que je ne les avais pas lus, j'y participe pas, c'est une affaire de technicien, David l'a dit. Donc, voilà, soyons clairs, le barrage, je pense qu'il est géré en commun.
quand on n'a pas d'eau, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, ne pas laisser croire, parce que si on laissait croire ça, ce serait dangereux pour les réponses à donner. Que ça viendrait en fait d'une mauvaise gestion ponctuelle d'un barrage. Non, ça ne vient pas de là. Il y a beaucoup d'autres facteurs, et d'autres facteurs, celui-là, il est absolument mineur. Alors, certes, il faut peut-être optimiser la gestion, être au plus près, prévoir, faire les prévisions météo, etc. Mais le barrage, il sert parce qu'on n'arrose pas les cultures qu'en juin. Les gens qui plantent des cultures d'hiver, ils ont aussi besoin d'eau pour les faire démarrer. Donc jusqu'en octobre, on irrigue. Et parfois, on a des demandes de dérogation qui vont jusqu'au 15 octobre, des fois fin octobre. Donc voilà, la gestion, elle est fine. Et bon, je remercie en tout cas David de l'avoir dit. Je pense qu'il y a quelques cadres du département qui le remercieront de l'avoir dit. Merci. Ça sert aussi à ça, ce qu'on fait aujourd'hui. Là, avant de passer donc aux questions des gens, il y a quand même un sujet extrêmement important que je voulais aborder d'abord avec monsieur le préfet. C'est la question de la gestion de l'eau, c'est aussi la gestion de la nature, c'est la gestion des sols et notamment de comment est-ce que on sait qu'il y a une loi qui s'appelle zéro artificialisation nette. Grosso modo, ça veut dire on enlève le bitume et on essaye de mettre des choses un peu plus naturelles. Je résume de manière très simpliste, mais quand même, tout l'aménagement de la plaine, et je pense que le SCOT va venir, je pense bientôt, qui va définir les règles qui vont définir l'aménagement, notamment de la plaine. Je dis essentiellement de la plaine parce que je pense que c'est là que ça concerne, où on est ici dans le Roussillon sur un développement urbain extrêmement extensif, j'ai envie de dire presque à l'américaine, avec beaucoup de lotissements, avec beaucoup de zones commerciales, etc. Tout ça contribue à bloquer l'eau, à bloquer l'écoulement des eaux. Donc il y a un choix extrêmement important de société, là pour le coup qui ne concerne pas des professions, mais qui concerne tous les habitants et les projets de vie que ces habitants peuvent nourrir. Essayer d'avoir son pavillon, essayer d'avoir son terrain. Enfin, c'est des choses que tout le monde qui sont importantes pour tout le monde. Donc là, on est face quand même à des choix extrêmement importants. Et ça, c'est vrai que c'est les pouvoirs publics, ce sont les élus, monsieur le préfet, c'est un des enjeux, je pense, extrêmement importants de l'avenir. Là, on n'est pas dans l'urgence, mais on est vraiment dans la construction de l'avenir. Oui, on est dans la préparation de l'avenir. C'est une responsabilité qui revient principalement aux élus. C'est-à-dire que c'est les élus, c'est les maires, les présidents de communautés de communes ou de communautés urbaines qui sont en premier lieu chargés de la planification et de l'organisation de l'aménagement de leur territoire. Mais bien sûr, dans le cadre des règles et des lois que le représentant de l'État dans le département dont il est chargé de vérifier la bonne application. Ce qui est certain dans ce département, c'est que je crois là aussi, il y a une prise de conscience qui avance sur ces sujets-là. De toute façon, il y a des échéances qui devront nécessairement donner lieu à des évolutions sur les outils de planification. Et je crois qu'il est très important, notamment au regard de ce qu'on vit depuis l'été dernier, de tout intégrer. C'est-à-dire, il y a la question de l'artificialisation avec des règles qui ont été posées pour éviter que globalement on artificialise beaucoup plus sur un seul territoire. Et après, ça se construit localement. C'est les élus qui trouvent les bons équilibres, mais il faut intégrer cette question de l'artificialisation. Il faut intégrer la question de la prévention des risques. Parce qu'on a aussi, dans le département, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à s'en rappeler, mais il y a quand même un risque inondation qui est très important, et ça c'est essentiel. En tant que préfet, moi je ne prendrai pas de risque sur l'exposition de la population à un risque vital. Donc il faut prendre en compte cette question-là. Il y a la question de l'accès à la ressource en eau. On voit bien qu'elle se posera dans les prochaines années. Il y a la question du recul du trait de côte, des évolutions politique du logement social, etc. Je crois que ce qu'il est important, c'est d'avoir finalement une vision intégrée de toutes ces réalités pour pouvoir les décliner territoire par territoire et trouver les bons équilibres. On a aussi un enjeu de préservation qui doit, je pense, rentrer dans cette approche globale de préservation de l'activité agricole, parce que l'activité agricole, bien sûr, elle est importante pour les agriculteurs, mais elle apporte aussi une contribution à l'aménagement du territoire. On a vu à Cerbère, les endroits qui ont été protégés, c'est des endroits où il y avait de la viticulture, parce que la vigne fait coupe-feu.
en bordure de village, quand il y a de l'agriculture, eh ben, ça protège contre le risque incendie, ça entretient les paysages. Voilà, l'objectif n'est pas non plus de créer un territoire où plus rien n'est possible et qui tombe en friche. Donc il faut intégrer tous ces paramètres dans une vision cohérente. En tout cas, nous, c'est la vision qu'on porte pour essayer de construire une vision à moyen terme. C'est complexe parce que ça amène à intégrer des réalités qui sont parfois vues de façon un peu segmentée. Mais je crois que c'est le bon moment pour le faire, à la fois parce qu'on a des règles qui nous fixent des échéances, 2026 pour la loi zéro artificialisation nette. On a des échéances sur les fameux PPRI, sur le risque inondation. On a des enjeux aussi par rapport au monde agricole, à la fois d'adaptation aux réalités climatiques, mais aussi de sécurisation d'une activité qui ne peut pas se déployer sans eau. Dans les territoires méditerranéens, on voit bien que ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on arrive, je pense, avec les élus à trouver les modalités pour avoir une vision cohérente sur ces sujets. Oui, Monsieur Gott, sur la question. Oui, au-delà de la question, moi je regrette simplement, mais quand je dis je regrette, je ne me battrai pas pour, que l'on ne parle ces jours-ci que d'adaptation. Or, le fond du problème, c'est l'atténuation. Si on ne veut pas arriver à 4 degrés, 4 degrés plus 4 degrés, c'est par rapport à la période pré-industrielle. Rien que le mot a une signification. C'est que les émissions de gaz à effet de serre, qui sont le moteur du changement climatique, mais qui sont par voie de conséquence le moteur de la ressource en eau, ce changement climatique ne peut être abordé que si on consent à changer notre mode de vie. Alors, je sais bien qu'il y a des priorités, il y a des urgences. L'urgence maintenant, c'est l'adaptation. Mais je voudrais qu'on ne perde pas de vue que le problème fondamental, de fond, c'est quand même l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, je vous le dis comme ça, mais il n'y a aucune critique, la France quand même a été rappelée à l'ordre par le Conseil d'État pour le non-respect des engagements pris concernant l'atténuation et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, simplement, c'est peut-être on ne peut pas tout faire en même temps dans un laps de temps court. On part au plus pressé. Le plus pressé, c'est l'adaptation. Mais, comme disait Monsieur le Préfet, c'est prêt, les mentalités sont prêtes. Pourquoi ne pas aussi traiter en arrière-plan de ce problème d'atténuation ? Oui, enfin, c'est question pour Nicolas qui est un élu, parce que la balle, elle est dans le camp des élus. Il faudra avoir certainement un petit peu de courage politique, j'ai envie de dire, pour changer à la fois le mode de vie, pour changer le mode de développement ici du département, ce que je disais par rapport à l'artificialisation des sols. Donc effectivement, il y a un défi politique pour les élus. Oui, moi j'avais le terme de changer, il faut changer de logiciel, c'est une obligation et on n'a pas 100 ans pour le faire, on a quelques années, peut-être 10-15 ans pour le faire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de morts sur les routes non plus, donc il faut accompagner ça. Mais il faut changer de logiciel dans le sens où l'artificialisation, moi je fais quand même une différence entre construction et imperméabilisation. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut continuer à loger des gens, parce que la population croît, la démographie croît généralement, et singulièrement chez nous. Donc, avec de l'héliotropisme, etc. Donc, on peut continuer à construire, bien sûr, en faisant attention à tout ce qui a été dit, sans artificialiser et en désimperméabilisant totalement, c'est-à-dire en permettant à l'eau, par des bassins d'orage, par des pilotis, etc., de rentrer dans la terre, parce que ça, c'est essentiel. Et je dirais, même dans ce qui est construit, on en fait à Elne, on désartificialise des places, des centres-villes, pour que l'eau pénètre. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement, pour l'agriculture, David le disait, mais je pense que ça permettra de lancer la balle, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il faut encore en faire. Il faut reconstituer la réserve utile des sols. Il faut dans ce département, on va lancer des débats, une série de débats de colloques avec le département, planter 10 000 hectares d'arbres sous forme de haies. Pourquoi ? Pour capter le carbone, pour reconstituer la réserve utile des sols, pour cultiver la pluie. Parce que ça ne suffit pas d'arrêter de construire.
Aujourd'hui, on a des cartes, alors on n'a pas poussé les études, mais on a des cartes qui font un lien entre la pluviométrie et l'urbanisation et l'imperméabilisation, c'est-à-dire il pleut parfois 10 fois plus là où il y a des forêts que là où il y a des villes. On a fait un lien aussi direct avec, je le disais tout à l'heure, la baisse de la pluviométrie et l'augmentation de l'imperméabilisation, de l'urbanisation. Donc je crois qu'on a aujourd'hui, on peut lancer 10 000 hectares, c'est 5 fois la superficie d'Elne sur le département, et on peut cultiver la pluie en la stockant, en reconstituant la réserve utile des sols. J'étais paysagiste au départ et aide familiale agricole. Donc, quand on a une réserve utile des sols bien gorgés d'eau, ça aide quand il y a de la sécheresse. Il faut vraiment se lancer là-dedans. On peut pas. Le monde agricole a une particularité depuis la nuit des temps, c'est qu'il a su s'adapter, parfois avec des réticences, mais il a su s'adapter. Il a su évoluer. Et par exemple, l'exemple type, c'est la vigne quand il y a eu le phylloxéra. Et donc, mais si on n'aide pas, il y aura du sang sur les murs, il y aura des cadavres sur le bord des routes, et ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit la société qui le prenne en charge, la collectivité nationale, c'est-à-dire tous les acteurs, voilà, qu'on accompagne ces changements climatiques. Et je pense que si on peut faire un lien avec un petit peu, on nous a un peu tiré les oreilles en tant que pays. Et effectivement, il faut qu'on s'y mette tous, mais je crois que voilà, la plantation d'arbres, le travail des sols, l'imperméabilisation, ce sont des choses qui sont très 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 importantes. Ça permet de reconstituer aussi les nappes, les réserves utiles de sol, les stocks de carbone. On n'a pas besoin d'engrais chimiques. Enfin, on expliquera mieux que ça certainement après, mais voilà, c'est un changement de logiciel. Oui, David. Non, mais bien sûr, après, je crois que l'agriculteur, c'est l'espèce qui s'adapte le plus et le plus vite. Donc, si on est encore là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Après, c'est vrai, il faut rappeler, on est souvent critiqué pour nos méthodes, mais nous, on n'est jamais allé vers les villes, hein. C'est les villes qui sont venues vers les cultures et vers les agriculteurs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent, on nous reproche au bord des villes. Non, mais, mais voilà, mais je veux dire, c'est quand même, c'est la base et le bon sens. Après, oui, nous, on est conscient de tout ça, on s'adapte, on fera les efforts. Je crois que ce qui est ressorti de toutes ces discussions sur l'eau, c'est qu'il y a quand même une intelligence. On sait très bien qu'il y a un tourisme fort dans le département. Et nous, voilà, on veut une agriculture vertueuse. On veut montrer l'exemple. On veut avoir une agriculture française forte. Et donc, on s'adaptera et on fera les efforts. L'autre jour, on discutait dans le TEC, notamment avec le président de l'UMI et de l'hôtellerie de plein air. Je crois que quand il y a un projet, si sur le TEC il y a des choses à faire, ben c'est un projet commun qui doit être pour le tourisme, pour l'agriculture. L'agriculture, quand on réalimente les nappes, n'oublions pas qu'on réalimente aussi les forages pour l'eau potable. Donc on est le réel lien pour la société. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, apprendre à vivre ensemble, c'est tellement important. Et nous, bien sûr qu'on est prêt à le faire. D'accord, on va passer maintenant, si je vous aux questions, hein, parce qu'on en a beaucoup, elles sont très précises. Alors c'est souvent pour Rodrigue, Rodrigue sur ces questions. Vous y attendiez certainement un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais les prendre une par une. D'abord une question. Une que- Oh non, c'est très très précis, vous allez voir. Si ça se trouve, c'est même compliqué. Monsieur Jean-Marc Uteza, c'est le président de l'ASA des canaux de l'Agly. Donc l'Agly, on en parlait, c'est un lieu, c'est une zone qui est extrêmement en difficulté. Peut-on avoir un assouplissement des mesures pour l'arrosage des jardins potagers en autorisant, où c'est possible, par les canaux gravitaires? Voilà. Et les horaires de nuit posent problème aussi pour le contrat de travail des personnels qui vont poser de nouveaux problèmes de recrutement. Là aussi, ça, je trouve que c'est une question intéressante dans la mesure où on autorise l'arrosage la nuit. Il y a un problème aussi finalement de trouver des gens qui acceptent de travailler la nuit. Voilà. Donc je réponds à chaque fois Je vais peut-être en donner deux ou trois, et puis après, on tournera. Un plaisancier, c'est toujours pour le préfet. Alors pour le carénage des bateaux, pourquoi ne pas mettre à disposition les eaux usées et réutilisées? Il semble qu'il y ait un blocage de l'ARS. Voilà, voilà un sujet technique que j'ignorais. Le carénage à sec dégagerait des déchets toxiques, dit-il, le plaisantier. Donc, je donne une troisième question et après on repassera sur une série de trois questions.
et une usagère. Des aides sont-elles prévues pour les récupérateurs d'eau de pluie, pour les collectivités et les particuliers? Est-il possible d'envisager euh, autorisation par semaine un jour d'autorisation par semaine pour l'arrosage des potagers? Voilà. Et il demande s'il est possible d'arroser les potagers au moins un jour par semaine. On voit bien que là, les potagers, on est sur une contrainte vraiment très très quotidienne et très concrète. Effectivement, on rentre. Non, mais on rentre dans le détail, c'est très bien. Alors, je vais essayer de répondre sur les potagers. Donc, c'est la bonne façon d'introduire la manière avec laquelle on a essayé de travailler sur ces sujets-là. Et depuis très longtemps en réalité, puisque c'est finalement depuis le mois de février-mars qu'on a engagé des concertations avec les différents acteurs pour avancer. D'abord, rappeler que l'arrosage des potagers, il a été interdit à la fin du mois de février, strictement. C'est-à-dire que depuis la fin du mois de février, l'arrosage des potagers est strictement interdit. Pourquoi on a fait ça? On l'a fait avant le passage en crise pour dire à toute la population, cette année, n'achetez pas pour cultiver, puisque on vous donne de la visibilité pour toute la saison. Ça ne sera pas possible, compte tenu de l'estimation qu'on faisait à l'époque de la situation de l'eau et des perspectives qu'on avait. On a préféré prendre cette mesure dès le début pour donner de la visibilité. On l'a fait aussi pour les piscines, on y reviendra sans doute tout à l'heure. On a souhaité, parce que c'était un point qui revenait beaucoup, un point évidemment auquel j'étais personnellement et nous étions collectivement très sensibles, c'est la question de la dimension sociale du potager vivrier. Évidemment, on ne parle pas des fleurs qui sont des fleurs d'agrément dans les jardins, des pelouses, etc. On parle des tomates de la personne âgée que la personne âgée a au fond de son jardin et qui lui sert à se nourrir ou à nourrir sa famille. Et ça nous semblait important de pouvoir avoir une ouverture pour permettre cet usage. Parce que cet usage, c'est un usage social qui, dans la période qu'on connaît, est un usage évidemment important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté à la fois avec les maires, on a discuté aussi avec la profession agricole. C'est une question d'équilibre global des restrictions parce que, bien sûr, quand on ouvre quelque part, il faut regarder quels sont les impacts pour les autres. Si on ouvre tous les potagers, mais qu'en même temps on dit aux agriculteurs vous n'avez plus le droit d'arroser dans le maraîchage, évidemment les agriculteurs se disent mais il y a une petite inéquité. Donc on est obligé de travailler dans les équilibres. Il nous a semblé que la meilleure façon de faire une ouverture sur les potagers vivriers, c'était de passer par le terrain. Parce que c'est aussi un élément qui a été très important dans notre façon de trouver les équilibres. C'est pas dans le bureau d'une préfecture qu'on trouve les solutions précises à chacune des situations. Sinon, on fait des arrêtés de 70 pages qui précisent alors le potager sur telle commune, dès lors qu'il a une superficie de moins de X mètres carrés, que l'arrosage se fait le vendredi de 7h48 à 8h24, c'est possible. Sinon, on arrive sur une usine à gaz en fait. Donc on s'est dit, en accord avec l'association des maires et à travers l'association des maires, avec tous les maires que je veux vraiment remercier parce qu'ils ont vraiment participé à cette démarche et joué le jeu. Ça a aussi beaucoup contribué à la prise de conscience parce que du coup les maires ont fait de la concertation locale, on fait des réunions publiques, on travaille avec leur population, on a mis en place donc une charte d'engagement en disant aux maires en substance, on passe un accord. On est prêt à desserrer la contrainte sur les potagers si vous êtes capable de nous trouver des mesures d'économie d'eau qui sont au moins équivalentes. Autrement dit, vous faites des économies d'eau sur la gestion de vos réseaux, sur la gestion de vos équipements publics, vous faites de la communication pour sensibiliser, vous faites des efforts sur ce que vous pouvez maîtriser, vous regardez peut-être la question de la facturation de l'eau, vous regardez les différents sujets qui vous permettent de faire des économies d'eau. Si vous le faites, on vous donne la possibilité de déroger selon des modalités que vous définissez à cette interdiction. Donc on a 226 communes dans le département, il y en a plus de 200 qui ont pris cet engagement de le faire. Et donc pour répondre plus précisément aux questions qui sont posées, le point d'équilibre qu'on a trouvé, notamment avec la profession agricole et avec les maires, ça a été effectivement d'ouvrir pour les communes qui avaient signé cet engagement la possibilité de déroger, mais de le faire de façon limitée. Les limites qu'on a posées, c'est
De façon générale, après c'est chaque maire qui définit les bonnes modalités. De façon générale, c'est 2 jours par semaine. Parce que sinon, on va dans de l'excès. On demande aux agriculteurs de faire moins 80% sur certaines cultures. Donc voilà, il faut que tout le monde participe au même niveau d'effort, évidemment. Donc 2 jours par semaine, 2 nuits, enfin à partir de 20h. Pourquoi à partir de 20h? Parce que 2 jours, il y a de l'évaporation. Donc si on arrose en journée, on perd de l'eau par évaporation. Et donc ça pose bien sûr des questions de contrat, enfin d'organisation du travail, mais ça pour le coup c'est une mesure d'économie. C'est-à-dire que si on autorise l'arrosage de jour, on perd du volume un peu inutilement. Et puis sur la question de la possibilité d'utiliser les canaux, puisque la première question elle était celle-là, ça fait partie là aussi des points d'équilibre. Je le dis clairement, c'est difficile d'avoir une vision à l'échelle du département de ce sujet, parce qu'il y a des situations qui sont très différentes. En tout cas, il y a une réalité qui nous est apparue, c'est que dans un certain nombre d'endroits, les canaux gravitaires, ils passent d'abord par les lotissements, puis ils vont sur les exploitations agricoles de maraîchage. Et donc, évidemment, sur une ressource qui est à des niveaux très bas, si on autorise le gravitaire sur les lotissements, on a un prélèvement qui se fait sans contrôle et sans maîtrise et qui pèse sur l'activité agricole. Et donc il a été important de garantir que partout on avait un juste équilibre. Alors on est en train de réfléchir justement sur cette question parce qu'elle revient souvent. Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse rouvrir complètement la question de la réouverture sur le gravitaire pour les potagers dès lors qu'on a trouvé cet équilibre. En revanche, il est sans doute possible, et on est en train de construire la doctrine, d'avoir un usage à l'ancienne. C'est-à-dire que quand vous avez un canal qui passe devant votre jardin, vous pouvez aller à l'ancienne, puiser un arrosoir pour aller arroser. Ça, on est en train de construire les équilibres pour le faire, mais on est obligé, voilà, je réponds parce que ça me permet de répondre sur la difficulté, la ligne de crête à trouver sur chacun des usages pour embarquer tout le monde dans une gestion raisonnée, équilibrée, économe, hein, parce que l'idée c'est quand même de faire des économies d'eau en essayant d'éviter les conflits d'usage. Voilà. Je réponds peut-être sur le carénage et sur les récupérateurs. Sur le carénage des bateaux, alors là aussi, moi je ne suis pas un spécialiste du carénage, je le dis très franchement, techniquement, je ne vais pas être en capacité de rentrer dans les détails. Mais on a beaucoup travaillé évidemment avec les professionnels. On a fait ça, c'est le deuxième élément que me permet de signaler la question dans la méthode. On a travaillé toutes les mesures avec tous les acteurs. On n'a pas décider depuis la préfecture tout seul des mesures avec une vision administrative des choses. On a travaillé avec tous les acteurs. Donc on a travaillé avec les villes portuaires, on a travaillé avec les professionnels. Moi j'ai fait une réunion à Canet-en-Roussillon avec les professionnels du nautisme. Et il a été convenu que il était possible d'aller dans cette direction. Alors sur la question des eaux, la réutilisation des eaux usées, on peut regarder, en tout cas, il y a une disponibilité qui existe. Maintenant, il y a une station d'épuration, on y est allé hier, qui dispose maintenant d'une autorisation sur un volume important pour des usages prioritaires de réutilisation des eaux. Il y a 2 autres stations d'épuration sur lesquelles on travaille dans la même perspective, notamment sur la partie littorale. Donc on peut regarder la situation particulière. J'avoue que je n'ai pas la réponse là sur le siège de la réutilisation possible des eaux usées pour le carénage de bateaux, mais moi ce que me disent les professionnels globalement, c'est que c'est un usage sur lequel si on passe quelques semaines sans le faire, il n'y a pas de dégâts considérables sur le sujet, et ça fait partie des points d'équilibre. Je pense que par rapport à la profession agricole ou par rapport aux usagers qui ne peuvent pas remplir leur piscine, ne peuvent pas arroser leur pelouse, qui voient mourir un certain nombre de végétaux dans leur jardin, voilà, si on n'avait pas eu de mesure de restriction d'usage sur les carénages, ça n'aurait pas été compris. Donc ça fait aussi partie des points d'équilibre. Après, on essaye bien sûr d'être au plus près des réalités pour éviter les impacts. Je voudrais préciser parce que mes collègues maires doivent attendre cette précision,
et beaucoup de personnes qui nous écoutent sur les jardins potagers. Parfois, le maire n'est pas en situation, même quand il a signé la charte, de le faire appliquer. Il y a 4 types d'arrosage sur un potager. Il y a le forage, il y a l'eau potable, il y a le canal et il y a l'ARAO. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas sur Elne, il n'y a pas d'eau dans le canal, donc on ne peut pas arroser. Le maire ne peut pas faire venir de l'eau dans le canal quand il n'y en a pas. Et l'ARAO a déconnecté, ce n'est pas la décision du maire, hein, l'ARAO a déconnecté tous les potagers. Donc, même si je permets l'arrosage dans les jardins potagers arrosés par l'ARAO, ça ne peut pas être fait puisqu'ils sont déconnectés. Si je permets l'arrosage là où il y a les canaux, je ne peux pas arroser, il n'y a pas d'eau dans le canal. Voilà, pour dire que tout ne dépend pas du maire, ça dépend aussi de la nature et des décisions qui sont prises par ailleurs, par d'autres personnes. Sur l'aide aux récupérateurs d'eau, ça peut être autant le préfet peut-être qu'un élu là-dessus. Oui, en l'occurrence, c'est plutôt le conseil départemental et l'association des maires sur d'autres technologies qui sont mises à disposition des particuliers. Nicolas, rapidement. Hein. Nous, on a fait 50 € d'aide pour les récupérateurs d'eau pour les gens qui paient des impôts et pour les gens qui n'en paient pas 100 €. Et on va distribuer des mousseurs. Enfin, voilà, c'est ce que font en général beaucoup d'élus locaux. Concrètement, comment ça se passe on va voir sa mairie. À la mairie ou au CCAS de la mairie, ça dépend de la collectivité, ou la mairie ou le CCAS. Et on dit, voilà, j'ai acheté, on vient avec la facture, naturellement, et la feuille de non-imposition. D'accord. Et on rembourse, bien sûr, si un récupérateur vaut 85 €, on ne remboursera pas ça. Mais voilà, Nouvelle série de questions. Où en sommes-nous dans la recherche de nouveaux forages? Alors, peut-être, Monsieur Gott, je ne sais pas, pour la réponse, pour varier un petit peu, ça serait intéressant. Donc, voilà. Voilà. Le branchement sur un forage agricole est provisoire. Que se passe-t-il après cette période? J'avoue que si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette question. Barrage de Vincent, peut-on augmenter la capacité de du barrage en hiver? Ça, c'est une question sur le stockage, en fait. Et incendie, doit-on généraliser l'interdiction au VL des pistes DFCI? Ça, c'est une question très concrète. André Huget, c'est l'Union syndicale apicole du Roussillon. Alors, en 9 ans, 5 calamités agricoles sur perte de récolte. Il précise qu'en 2023, la mortalité elle est exceptionnelle pour les abeilles. Est-il possible de mettre en place une calamité spéciale apiculture? Pouvez-vous intervenir auprès de l'ONF pour la création d'emplacements utilisables pour les apiculteurs? Les pesticides contraignent à abandonner des emplacements. Peut-on augmenter la mesure spécifique concernant la mortalité des abeilles? Ouais, ça, c'est un sujet important. Donc les apiculteurs, et je mets une quatrième question, puisque pour les... Ouais, déjà oui. Bon, on va s'arrêter là, alors on en refera une petite série, d'accord? Voilà, ok. Les nouveaux forages, Monsieur Gott. Alors, on ne peut pas être favorable aux nouveaux forages, c'est pas possible. Il y a déjà beaucoup de forages, et il y a pas mal de forages qu'on ne connaît pas, des forages sauvages. Le danger, c'est que si on interdit de nouveaux forages, est-ce qu'il ne s'en fera pas? Et à ce moment-là, ce sont les communes qui doivent surveiller un petit peu. Un forage, ça ne se fait pas en une nuit. Hein. Il y a toujours un portique, c'est facile de savoir. Mais des forages, et encore une fois, ça dépend quel forage. Si c'est un forage profond dans le Pliocène, ce n'est pas la peine. Parce qu'effectivement, ce forage sera destiné à suppléer les déficiences du quaternaire. Donc là, moi, je suis farouchement opposé à l'exécution de nouveaux forages. Ça pose peut-être pour Monsieur le Préfet la question du contrôle, et notamment des forages des particuliers. Je ne sais pas si la question vient là, mais elle me vient parce que vous en parlez, qui est une pratique extrêmement répandue dans le département. Est-ce que comment gérer justement cet équilibre entre contrôle, répression et sensibilisation des habitants? Enfin, je ne sais pas exactement quels sont les moyens d'action que vous avez à ce niveau-là. Alors peut-être rappeler d'abord que l'arrêté, donc le fameux arrêté du 10 mai portant passage en crise, interdit les nouveaux forages, sauf quand il s'agit de traiter la question de l'alimentation en eau potable. Donc aujourd'hui,
c'est interdit de forer, sauf pour cet usage. On a d'ailleurs, avec le président des NAP, signé hier un courrier pour rappeler cette interdiction aux foreurs, afin que chacun ait pleinement conscience de cette réalité qui est importante. La deuxième chose, c'est la question effectivement des contrôles en général et sur les forages en particulier. Très clairement, je réponds généralement sur le sujet. On a eu le souci, et je pense que c'était nécessaire, d'avoir une période un petit peu pédagogique d'information, de bonne appropriation des mesures qui étaient mises en place dans le cadre du passage en crise. Mais il arrive un moment où il faut que ça s'accompagne de contrôles qui ne sont plus uniquement des contrôles de pédagogie. Voilà. Et là, on est dans ce moment-là. Ça fait maintenant bientôt 2 semaines que l'arrêté il a été rendu public. Et donc très clairement, je vois sur différents usages qu'on n'est pas tout à fait dans le respect de toutes les dispositions de l'arrêté préfectoral passage en crise. Donc clairement, on va, dans les prochains jours, adapter le plan de contrôle pour être toujours dans la pédagogie et l'information, mais aussi dans la capacité à sanctionner les situations qui sont trop à l'écart de ces réalités. C'est une question de crédibilité, parce qu'on prend des décisions, si on ne les applique pas, il n'y a pas de crédibilité de l'action collective. C'est une question de justice et d'équité aussi, parce qu'on ne peut pas avoir finalement des acteurs économiques, des citoyens qui jouent le jeu de l'effort collectif et qui, à côté, voient dans le jardin du voisin ou dans la station de lavage d'à côté qu'on ne tient absolument pas compte de ces réalités. Donc c'est une question d'équité. Dans la capacité à faire avancer tout le monde dans la même direction, il y a bien sûr l'importance de s'assurer que chacun respecte. Après, on est d'accord, si on pouvait s'éviter d'avoir des restrictions et des contrôles, je serais le premier à en être satisfait. Ce n'est pas la façon que je préfère pour agir. Je préfère la prise de conscience, la responsabilité individuelle, la responsabilité collective, l'engagement, mais à un moment, pour ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, on est obligé de contrôler et on est obligé de sanctionner. Voilà, peut-être sur le forage, il y avait une autre question qui était l'utilisation du forage agricole pour de l'eau potable. Je pense que ça faisait référence aux solutions temporaires qui ont été mises en place pour l'approvisionnement en eau potable. Et effectivement, hein, et là, ça montre aussi l'interpénétration entre les sujets. On a eu cet hiver, mais encore récemment, des situations où on a été sécurisé de l'eau potable en allant prélever sur des forages agricoles. Voilà. Ça montre aussi qu'on est capable de traiter les sujets dans une logique de solidarité territoriale, mais c'est des solutions qui sont mises en place ponctuellement. Nous, on a fait tout un travail, j'en profite pour parler de l'eau potable, parce que c'est quand même un sujet sur lequel on est très attentif. On a fait tout un travail pour aller vers les maires qui sont concernés par des risques de rupture d'eau potable. On a identifié une vingtaine de communes qui sont concernées par un risque, pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de rupture. Alors, je ne suis pas en situation aujourd'hui de dire qu'il y aura 0 commune dans le département d'ici cet été qui sera concernée par des ruptures d'alimentation en eau potable, mais c'est bien l'objectif. Et on travaille vraiment de façon extrêmement précise pour, dans le détail, sécuriser l'approvisionnement en eau potable partout où on est en situation de risque. Et là où on n'a pas de signalement de risque, aller s'assurer qu'on a bien identifié toutes les problématiques. C'est clairement une priorité. Dans la gestion de crise, c'est des mesures de limitation des usages de l'eau pour faire des économies, mais c'est aussi s'organiser en gestion de crise pour faire face aux difficultés. Et dans les difficultés et dans les risques, il y a bien sûr l'eau potable. Oui, sur les forages, je veux dire qu'il y a pas mal de maires qui font tourner les polices municipales. D'abord parce qu'ils ont relayé l'arrêté du préfet, comme c'est mon cas, et moi je crois que, je le dis franchement, je ne suis pas sûr que je remette une autorisation, sauf décision de justice, parce que je crois que quand on fait un forage dans une villa et qu'on est relié au réseau, c'est pas on le fait pour remplir une piscine, on le fait pour arroser des arbres ou de la pelouse, et donc je crois que ça fait partie du logiciel un peu qu'il faut changer, d'autant que quand on fait des forages et qu'on n'est pas expérimenté, on peut polluer les nappes en passant. Voilà, surtout quand on les fait dans le Pliocène.
Le barrage de Vincent, oui, ben, c'est sa mission, on stocke, hein, quand il y a de l'eau, on stocke, et là par exemple on stocke un peu, on lâche, ça c'est le préfet maintenant qui a la main, hein, dessus, mais euh, on lâche ce qu'il faut pour la rivière, on lâche ce qu'il faut pour les canaux, il en faudrait plus certainement. Là on travaille au millimètre, hein, dès qu'il y a, bon, ben, hier il rentrait 4 mètres cubes seconde, il en sortait 2,4 secondes, ça veut dire qu'on stocke la différence. Au début, il y a un mois, on n'était pas capable de faire poser un canadair dans le barrage de Vinça. Aujourd'hui, grâce à l'effort de tout le monde, hein, des canaux en amont, des canaux en aval, on a atteint la fameuse cote 235, je crois, ou 4, qui permet Oui, on stocke, et on stocke en hiver. Donc, on stocke dès qu'on peut, et on doit s'organiser pour stocker ailleurs ce qu'il y aurait en trop dans le barrage si ça arrive, quand ça arrivera, en espérant que ça arrive. Les pistes DFCI, faut-il les interdire aux véhicules légers? Alors, je ne suis pas en situation de répondre de façon définitive sur la question parce qu'on est en train précisément d'y travailler avec les différents acteurs, donc à la fois bien sûr les sapeurs-pompiers, les services de l'État, mais aussi les collectivités. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette année, on sait qu'on est sur une saison à risque incendie qui est plus marquée que d'habitude, même si d'habitude déjà on est sur un risque très marqué. Et donc cette année, on ne prendra pas de risque sur la sécurité incendie. Il y a deux objectifs. Ne pas être très précautionneux et très vigilant, parce que c'est la sécurité des populations, et être proportionné et adapté aux réalités. Voilà. Donc on est en train justement d'essayer là aussi de trouver la ligne de crête sur les différents sujets qui sont devant nous. Les différents sujets, c'est l'accès au massif. À quel moment on les restreint? À partir de quel niveau de risque on les restreint? Moi, je le dis clairement, je suis favorable à ce que cette année, on soit plus restrictif sur les accès au massif quand on est en risque incendie qu'on a été les années précédentes, parce que le risque est plus important. Il y a aussi des sujets qui se posent sur les autorisations qu'on pourrait être amené à donner sur les événements qui peuvent entraîner des risques incendies. Voilà, je suis très souvent interrogé en ce moment sur les feux de la Saint-Jean, sur les feux d'artifice, sur ce genre d'événements, les feux dans les réserves naturelles. Voilà, on est en train, point par point, de définir un peu la doctrine, mais ça ira dans le sens d'une précaution plus grande, qui ne consistera pas à tout interdire, mais qui consistera à élever un petit peu le niveau de vigilance pour s'assurer que on ne prend pas des risques pour la santé et pour la sécurité des personnes parce qu'on n'aurait pas été suffisamment précautionneux sur ces questions-là. Donc la question de l'accès des pistes DFCI aux véhicules terrestres, elle est clairement posée dans ce cadre-là et on sera amené, je pense, d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine, à préciser les dispositions en la matière. D'accord. Et enfin, finir sur cette interpellation très, très inquiète d'André Huguet, donc de l'Union nationale apicole du Roussillon, sur les difficultés donc, de l'apiculture, sur quelles sont les aides possibles. Je vous vois un peu secouer la tête, c'est difficile, leur situation est à ce point-là compliquée pour leur venir en aide dans la situation. Moi, j'avoue que j'ai pas les éléments très, très précisément, donc je vais les regarder, mais c'est difficile pour moi de répondre en séance précisément sur la question de la calamité. En tout cas, il y a un nouveau dispositif assurantiel qui a été mis en place qui fait suite au dispositif calamité, mais je vais regarder. Vous pouvez de toute manière, même dans les suites de ce débat, vous pouvez très bien nous donner des éléments. Je vous fais passer la question qui est très précise, complète, comme ça pour pouvoir répondre justement. Il nous avait demandé, ce monsieur a participé au débat, bon, on avait calé nos tables rondes, d'ailleurs je remercie tous les gens qu'on n'a pas pu inviter de leur compréhension, et donc on fera une petite suite là-dessus sur ce sujet des apiculteurs. Allez, bon, il reste trois questions. Il reste trois questions, dont une pour M. Gott. Donc, votre avis sur le stockage souterrain dans les canaux dont vous a parlé Nicolas Garcia, mais aussi dont a parlé David Massotte aussi. Donc, vous l'avez, je pense, déjà donné un petit peu en partie, mais vous pourrez préciser. Une question de Madame Eliette Lopez. Pourquoi continuer à avoir des sociétés privées de gestion de l'eau potable et même revenir en arrière avec des monopoles comme prévu à l'agglo de Perpignan alors que certaines communes sont en régie publique? C'est la question, ça c'est une question effectivement qui me semble assez vaste. Est-ce qu'il vaut mieux des régies publiques pour les villes?
C'est pour Nicolas, ça. Bon, alors on lui laisse à Nicolas. Euh, euh, et en fait, il y a un problème sur. Ah oui, voilà, la question tout à l'heure sur les forages agricoles, effectivement, vous avez répondu en partie. C'était les forages pour les 4 villages privés d'eau potable. Et la question venait de Saint-Michel-de-Lyotte, qui est concerné. Donc vous avez répondu, on va dire. Donc, Monsieur Gautte, d'abord, votre avis sur le stockage et peut-être d'ailleurs David Massot, puisque vous êtes un petit peu, c'est vous qui en avez parlé en premier. Et puis après Nicolas qui aura donc la dernière question sur les monopoles, sur les sociétés de gestion de l'eau dans les communes. Alors, sur le stockage, il est évident que le stockage souterrain est préférable à tout autre type de stockage, puisque ça protège quand même l'eau en souterrain. Ceci dit, ce n'est pas toujours faisable, mais il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment sur la nappe du Boulès, et dans une région qui a été concernée, puisqu'il manquait d'eau. Alors, cette expérimentation, en dehors du lâcher dans la tête récemment, il y a eu une expérience qui a été conduite il y a quelques années par le syndicat des nappes, qui a en quelque sorte artificiellement mis le canal d'arrosage sur le Boulès, et ça, de ce que je sais, parfaitement marché. Et tout de suite, il y a eu une réaction immédiate de la nappe, et effectivement, c'est encourageant, et je crois que le syndicat des nappes est en train de chercher d'autres sites dans lesquels la même opération pourrait... Bon, et alors il vous dira ce qu'il les a trouvés. Chic. Ouais. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis d'accord. Dès qu'on met de l'eau dans les canaux et dans les rivières, je suis le premier client. Mais non, après, c'est vrai qu'on le sait, ça marche sur le secteur d'Ille. Il y a le Boulès, le Gimeney. Et dès qu'on réalimente, on réalimente, ça revient à ce que je disais, l'eau potable, les forages, on sécurise. Pour ce qui est des retenues, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, les modèles météo, peut-être qu'il faut bouger un petit peu les côtes. Caramani, je crois qu'on stocke 27 maximum. Avec le potentiel qu'il a, peut-être qu'on peut stocker un peu plus haut. 27,5. Voilà, mais donc peut-être qu'il faut, voilà, c'est ce qu'on disait. Vider au 15 octobre, Vinça, peut-être qu'il faut en garder un petit peu, bouger les lignes. Aujourd'hui, voilà, on a tous la météo sur le téléphone. Il y a des modèles météo qui sont quand même précis. On peut savoir rapidement les pluies attendues. Et après, moi, je pense sur les forages, il faut aujourd'hui, avec la prise de conscience, peut-être qu'il faut faire une 3e campagne de régularisation de forage et qui permettra au syndicat des nappes aussi d'avoir un peu plus de vision là-dessus. Et aujourd'hui, moi, je vois, il y a des producteurs qui ne sont pas forcément informés, il y a des gens isolés, voilà. Aujourd'hui, entre la communication sur l'eau et la prise de conscience, c'est peut-être le moment de remettre une campagne de régularisation de forage. Ça, je pense, c'est important et le syndicat des nappes le demande pour avoir une meilleure vision. Donc ça, c'est un point assez important. Après, pour ce qui est... mais là, on ne sera pas d'accord avec M. Garcia. Aujourd'hui, vous avez, pour alimenter Villeneuve-la-Raho, vous avez le canal Perpignan. Donc nous, le monde agricole a un tuyau entre le barrage de Vinça et Villeneuve-la-Raho. Si c'est qu'un tuyau pour... aujourd'hui, le conducteur, c'est le canal Perpignan. Et ouais, non, mais oui, mais on peut la mettre. Il faut mettre de l'eau l'hiver dans le canal. Il alimente les puits, les forages, et ça coûte rien. Ensuite, ça, c'est ma position. On a l'eau du Rhône en Narbonne. On n'est pas d'accord non plus là-dessus. Nous, à mettre de l'argent, je pense qu'il serait mieux de sécuriser et récupérer l'eau du Rhône qui est dans l'Aude plutôt qu'aller mettre de l'argent là-bas. Après, c'est notre position. Donc, voilà. Donc, je pense que pour alimenter Villeneuve-la-Raho, le canal de Perpignan, c'est la meilleure option. Et ensuite, l'eau du Rhône, ce serait une sécurité supplémentaire. Je ne dis pas qu'elle résout, mais peut-être sur certaines années, elle servira sur un manque, sur une période, sur une vallée, à alimenter et à sécuriser l'eau dans le département. Ouais. Juste pour aller dans le sens, effectivement, la solution serait de prendre de l'eau superficielle et la mettre dans les nappes. C'est exactement l'inverse de ce qui se fait sur les projets des Deux-Sèvres, où les bassines, ces grandes bassines, sont alimentées par de l'eau qu'on va chercher dans les nappes pour la mettre en profondeur. Ouais. On comprend qu'il y ait des gens qui soient farouchement opposés à cette solution. Tout à fait. Ça fait passer deux choses différentes. Non, c'est pas qu'on soit d'accord, c'est un constat. D'abord,
c'est quand même une lutte, et moi je ne le reproche pas, hein, parce que j'étais d'accord avec eux, c'est quand même une lutte du monde agricole qui a fait que le canal du Baronne, ça c'est un peu comme les barrages, il ne faut pas nous reprocher à nous, que le canal du Baronne s'est arrêté dans l'Aude, Ouais, je mais rappelle, on en a parlé, on a fait ouais. l'article dernièrement, il y a quelques années de ça, il était question de faire arriver Mm. l'eau du Rhône ici dans le département et même, si j'ai bien compris, jusqu'à Mm. Barcelone, Mhm. et que cette solution-là n'a pas été retenue essentiellement par le monde agricole. Oui, ça a été une lutte du monde agricole, mais il y avait d'autres enjeux aussi, il faut le dire. Mais donc aujourd'hui, c'est plus possible d'arroser au printemps et l'été avec ce canal parce qu'il a été sous-dimensionné à cause de ça. Donc il manque 500 litres seconde. Donc on devrait faire un investissement qui avoisinerait les 150 millions d'euros pour uniquement remplir les stockages l'hiver. L'enjeu n'en vaut pas la chandelle et pour en avoir discuté avec le directeur du Baronne, puisque je suis membre du conseil d'administration, il nous dit clairement la solution de l'adducteur Vinça, pris dans Vinça, Larao est la meilleure. Et le canal, ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, d'abord, si on met de l'eau dans ce canal, on en prend aux autres canaux de la tête. Déjà. Ce qu'on ne prend pas dans ce canal de la tête et on n'en prend pas pour en laisser aux autres canaux de la tête. Deuxièmement, c'est un canal à ciel ouvert, donc sensible aux pollutions. Et on sait que la RAO peut être une solution d'eau potable demain pour 5 ou 6 millions de mètres cubes. Donc à ciel ouvert, fuyard, et on peut prendre, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des prélèvements sauvages et sur cette distance, on ne peut pas. Et ensuite, la convention, et là peut-être on aura besoin du préfet, la convention avec Perpignan est très 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 mal montée. En fait, quand Perpignan a envie, ils nous donnent de l'eau, quand ils n'ont pas envie, ils ne nous en donnent pas. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors que l'idée, c'est de stocker quand il pleut et qu'on puisse directement stocker et sur le trajet. Je le dis parce qu'on est en pleine étude de faisabilité. Sur le trajet, on pourrait aussi éventuellement remplir une retenue de stockage pour l'Aspre, voire pour le Riberal. Donc voilà, franchement, c'est une très très bonne. Il y a des fausses bonnes idées, mais c'est une très bonne idée. Franchement, et on pourra en discuter techniquement. Voilà. Sur la dernière question. Oui, Sur la dernière question. Alors, c'est une question, moi, ma réponse, je pense que tout le monde la connaît, mais elle est. Aujourd'hui, on parle de changement. Moi mon avis perso, Nicolas Garcia, voilà, avec mes engagements politiques, c'est que la régie publique, en termes de prix, en termes d'usage, en termes de philosophie, mais c'est une question philosophique. Moi, je suis favorable aux régies publiques. Cela dit, c'est pas ça. On ne peut pas accuser les gens, on pourrait accuser les gens qui ont des régies privées de faire des sous, ils rémunèrent des actionnaires, mais pas forcément les accuser d'être plus dispendieux en eau. Donc ce n'est pas ça qui va régler le problème de l'eau, de la ressource. Cela dit, et c'est bien qu'on puisse terminer là-dessus, pour la production de l'eau, je n'ai pas le même avis. Parce que la distribution et l'assainissement, c'est un acte technique finalement. La production, c'est la ressource, c'est-à-dire c'est la propriété collective. Et moi, je crois que les élus de ce département, ça fait 5 ans que je porte ça, peut-être on va y arriver, on en a discuté avec Edmond Jourda, et il est convaincu avec une formule qui... Edmond Jourda est le président de l'association des maires, avec une formule qui dit le SIDETOM des ordures ménagères, c'est le bébé de l'association des maires. Eh bien, je crois qu'il a envie de faire un autre bébé, de laisser sa trace en créant un SIDETOM de la production de l'eau brute et de la production de l'eau, et que toute l'eau qui se produit dans le département, elle soit entre les mains des collectivités, c'est-à-dire qu'il y ait un contrôle public. Philosophiquement, c'est bien parce que la ressource appartient à tout le monde et elle coule de la montagne vers la mer. Et deuxièmement, ça évoque le partage. Voilà, s'il y a une même structure qui dirige, ça évoque le partage. Et je crois que ce serait vraiment une bonne solution et qu'elle fait partie du mix. Parce que là, ce n'est pas qu'une solution philosophique, c'est aussi une solution qui permettrait des recherches alternatives, de ressources alternatives, un maillage qui pourrait faire voyager l'eau des karsts, par exemple, des recherches que les communes ne peuvent pas se payer, je pense aux karsts du Montou, dans les Aspres, etc. Donc je crois que les élus, l'apport qu'ils peuvent avoir à ce débat, les élus, au sens large du terme, hein, je ne parle pas du département, il faut qu'ils réfléchissent à faire un SIDETOM de l'eau, c'est-à-dire qu'on mette en commun la ressource, la production. Après, on la vend aux distributeurs, quels qu'ils soient. D'ailleurs, quand on est allé à Barcelone, le système de l'eau
salée en eau douce ne fonctionne que parce qu'il y a une régie publique c'est-à-dire que la régie publique qui gère la ressource qui provient de l'eau salée, les 20%, ils sont à 100% de production, ils fournissent 20% des besoins, elle ne fonctionne que parce qu'ils gèrent 2 rivières, le Llobregat et le Ter, et 5 barrages, et qui produisent de l'eau à 3 centimes provenant des rivières et des barrages pour pouvoir avoir en sortie, avec les 20% produits par l'eau salée, un chiffre de 0,76 centimes. Pour vous faire un rapport à la communauté de communes d'Albert Côte-Vermeil, l'eau produite est à 17 centimes. Voilà. Donc là, je crois qu'en termes de public, de propriété publique, ensuite les gestionnaires sont autre chose. Je crois que la production de l'eau, c'est une vraie réflexion. Il faudrait qu'on ait dans ce département une structure collective de collectivités et d'autres usagers et d'autres producteurs d'eau qui est la maîtrise. Parce que quand on maîtrise aussi la production, c'est quelque chose que m'a appris mon expérience depuis 2020 dans l'eau, celui qui maîtrise la production, il maîtrise tout. Il ne faut pas que la production et la distribution soient entre les mêmes mains. Parce que par le biais des ratios, par exemple, je donne un exemple, on sait que la ville d'Elne, c'est 600 000 en gros, 600 000 mètres cubes par rapport à la population. Si tu es à 800 000, ça veut dire, tu peux dire à celui qui distribue, dis donc, le rendement des réseaux, là tu nous racontes des histoires avec tes documents là, que tu nous restitues. Si tu es en dessous, tu peux dire où c'est vous la piquez. Bon, voilà. Donc celui qui maîtrise la production, il maîtrise tout. Et c'est bien que ce soit entre les mains de la collectivité. Voilà. Je pense que c'est sur cette proposition qu'on va clôturer ce débat, si vous en êtes d'accord. Je vous remercie vraiment tous les quatre. On a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais pas tant que ça. Merci beaucoup à tous. On enchaîne donc à 11h sur les conséquences économiques et à 14h30, on se retrouvera sur les conséquences pour la nature. Merci à tous. Et puis donc rendez-vous tout à l'heure, toujours sur l'indépendant.fr.